donne la parole. Nous sommes ravis d'être parmi vous et de parler cet après-midi auprès d'un public nombreux. Donc cette communication va se faire à deux voix sur deux cas cliniques et on va du coup pouvoir déployer un fil rouge qui permet de faire la jonction entre ces deux cas cliniques. Nous allons nous intéresser au vécu de l'enfant survivant d'une tentative d'infanticide, ce qui nous conduit à repérer les mouvements mélancoliques masqués derrière des agirs classiques. Dans un second temps, nous nous pencherons sur les contre-attitudes familiales, éducatives et institutionnelles qui en découlent. Notre clinique aborde le destin de l'enfant sacrifié et martyr, et non celui de la femme et mère, auteure d'homicide, même si son destin en est inexorablement lié, car elle se condamne par ce meurtre à une souffrance éternelle. Au préalable, nous inscrivons notre propos dans une filiation psychanalytique, amenant des jalons théoriques sur cet acte innommable, touchant un enfant sacrifié par sa mère. À partir d'une situation clinique, Sonia Corré développe la force agissante chez un couple du fantasme d'infanticide, un enfant est battu, à l'endroit d'un garçon auteur d'agir, et propose des réflexions sur les modalités d'accompagnement de telles souffrances afin de dénouer des liens d'emprise familiaux. Donc je commencerai par une citation. « Quel est le crime de ces malheureux enfants ? Leur crime, c'est d'avoir Jason pour père et surtout Médée pour mère. Qu'ils se meurent car ils ne sont pas à moi, qu'ils se périssent car ils sont à moi. » Une mère bourreau et victime. En termes de définition, les juristes établissent une différence entre le néonaticide, le meurtre de l'enfant à la naissance, l'infanticide, soit le meurtre d'un nourrisson de moins de 3 jours, et le libéricide, c'est-à-dire le meurtre d'un enfant ne dépassant pas l'âge de 11 ans. L'épidémiologie nous enseigne que l'infanticide concerne majoritairement des jeunes femmes, nullipares, sans compagnon fixe, souvent sans antécédents psychiatriques, accouchant seules suite à un déni de grossesse et tuant leur bébé ou l'abandonnant comme un déchet dans des lieux chargés d'analité. Le libéricide serait le fait de femmes plus âgées qui ont déjà élevé leur enfant et qui, dans la plupart des cas, vont passer à l'acte dans un contexte pathologique dépressif très sévère. Cependant, aucune terminologie ou classification n'épuise le sens de l'acte et hors du discours juridique ou criminologique, nous écoutons la scène du crime à partir de l'inconscient et de ses traductions dans les mythes et œuvres littéraires. Contre les cauchemars et l'hyperréalisme des scènes de violence, nous préférons le détour par la littérature avant d'explorer les motifs et enjeux psychiques du crime. Médée d'Euripide draine dans son sillage la figure de la mère violente, meurtrière, ayant sacrifié les valeurs d'oblativité et de don de soi. Dans cette tragédie, l'abandon de Médée par Jason pour une autre vient dire l'insupportable de la perte, lorsque pour l'aimer, la femme n'est plus rien, ne pouvant plus se rattacher à un quelconque signe de féminité. Privée de la fonction désirable par l'homme désirant, Médée est aussi confrontée à l'autre femme, qui rapte et ravit ses attributs féminins, la dépouille et la laisse dénudée. Le maternel s'avère alors impuissant à juguler la blessure, la perte au cœur du féminin, dont l'inclinaison perverse, comme nous l'enseigne Aulagnier, est d'aller très loin dans l'amour et par amour, ce qui n'est pas sans souligner son appétence masochiste et la compulsion à la douleur et à l'affliction. Médée n'a-t-elle pas trahi préalablement les siens, tué son jeune frère pour retarder les poursuivants, lorsqu'elle avait abandonné sa patrie, sa famille, pour suivre Jason dans sa quête ? Chez elle, le meurtre semble sanctionner l'amour comme le désamour. Moment passionnel, il vient dire le déchaînement, l'hubris, la démesure, soit l'autre jouissance, désarrimée du symbolique. Le sensationnel qu'est le meurtre d'enfant signe le dépassement d'une limite, d'une barrière, manifestant que le sujet est hors de lui. On connaît peut-être moins dans la littérature le livre de Toni Morrison, Beloved, écrit à partir d'un fait divers d'une mère esclave en fuite, préférant tuer ses enfants que de les laisser aux esclavagistes et usant par là même du droit de vie et de mort sur sa progéniture. Face à l'horreur des brimades et autres exactions envers les esclaves, Seth, l'héroïne, impose à ses anciens maîtres une scène horrible qui pétrifie et la met au ban de toute humanité. Seule la communauté, venue en renfort pour faire partir le fantôme du bébé assassiné, aura raison de la vengeance de ce dernier et permet à Seth que se rétablisse pour elle un lien humanisant. Le défunt quitte alors son statut de mort-vivant et retrouve alors sa place de mort.
L'angle de la littérature antique et contemporaine soutient l'idée que les déterminations du meurtre d'enfants échappent à une gamme déjà écrite de la tragédie, même si celle-ci dit la folie maternelle et les déliaisons du maternel et du féminin. Il est un autre enjeu qui situe le libéricide, à la fois comme révélateur de l'impasse subjective, tentant paradoxalement de mettre fin à un état de détresse, tirant son origine de la rencontre manquée avec l'objet primaire. Le meurtre serait alors à comprendre comme une tentative de récupération narcissique de l'objet qui, dans la mort, n'échappe plus au sujet, car celui-ci fusionne enfin avec lui dans des épousailles morbides. En effet, la mort enveloppe d'un même linceul, sujet, auteur du crime, objet victime, l'ombre de l'enfant tombant sur le moi de la mère. Dans l'après-coup du meurtre, l'enfant mort et l'enveloppe de douleur dans laquelle est enfermée, voire momifiée la mère meurtrière, viendraient figurer cet effondrement premier. L'omnipotence triomphante dans le crime ne serait que l'avers d'une désespérance première. Le sacrifice de l'enfant est alors l'écho de la perte d'une position subjective, condamnant la mère à un exil infini, à l'opprobre, à la honte et à la souffrance. Abordant le meurtre infanticide dans ses configurations psychopathologiques variées, Houssier évoque le fantasme cannibalique, agissant par assimilation et par indifférenciation parent-enfant. Il repère également dans l'acte réalisé l'impossibilité d'être parent, mais aussi d'échapper à la détresse et à l'impuissance mise sous couvert par l'acte fou. En ce qui concerne la relation transférentielle, les auteurs insistent sur le trouble contre-transférentiel avec ces femmes, car le récit de l'acte confisque toute écoute, la sidération prenant le pas sur les associations. Ravi analyse un contre-transfert très particulier éprouvé au contact de ces femmes incarcérées dans l'après-coup de leur passage à l'acte, où la rencontre avec le clinicien réactive les achoppements identitaires liés à l'objet. La demande de suivi est souvent motivée non pas tant par la mise en sens du crime que par le besoin de faire exister le disparu. Ces retrouvailles avec l'enfant mort dans le cadre de la consultation clinique sont autant de rappels de la recherche à refusionner avec l'objet. Ainsi, l'acte pourrait-il s'entendre comme une forme de symbiose secondaire au service de la tentative de retrouvailles d'une illusion primaire, du maintien absolu de la non-séparation. Le meurtre, ou tout agir, tenterait d'obturer les effets désintégrateurs de l'expérience traumatique de l'altérité absolue. Un enfant est battu à mort. Le service de placement à domicile dans lequel je suis psychologue est missionné pour accompagner Noah, 10 ans, dans le coma, après avoir été battu quasiment à mort il y a 3 mois, dans son sommeil par sa mère. Paradoxalement, c'est elle qui tente de lui donner la mort, mais le sauve aussi en appelant à l'aide et à temps un voisin. Le couple est séparé depuis de nombreuses années, et la mère a la garde de son fils, malgré, nous l'apprendrons plus tard, des appels à l'aide aux travailleurs sociaux exprimés par le père, inquiet du quotidien de son fils. Les premiers temps de l'accompagnement éducatif tentent de soutenir monsieur, à qui le juge accorde la garde d'un fils, dont le pronostic vital est fortement engagé. Puis, quand Noah quitte enfin le coma, l'aide éducative continue à aider son père, mobilisé pour les démarches médicales. Je suis dans un premier temps en retrait, au regard du poids pris par le médical, et j'observe le mouvement tentant de réinsuffler de la vie pour cet enfant survivant, même si la dimension opératoire me semble au départ très agissante, comme pour masquer l'horreur et l'effroi générés par l'acte et ayant débordé les représentations de pensée. Il est plus facile d'agir que d'élaborer dans ces moments-là. Le travail de fond se met donc en place lentement. Dès le retour de l'enfant au domicile paternel, le quotidien est émaillé de crises violentes, trouvant leur origine dans l'intolérable de la frustration du côté de l'enfant et dans un sentiment de culpabilité extrême du père, ne pouvant poser de limites claires à son fils. Chez monsieur, cette butée a posé un cadre cohérent, témoigne d'une confusion entre autorité et lien affectif, comme si aimer ne pouvait supporter le différé, l'ajournement et l'interdit. La démission de l'autorité, de la loi, insécurise l'enfant qui vient chercher son père dans cette limite qu'il ne peut exercer. Monsieur semble pris dans la compulsion à être malmené, insulté, tapé par son fils, rappelant une dimension masochiste agissante, comme pour expier de ne pas avoir pu empêcher le pire d'advenir.
L'enfant récupère assez vite au niveau physique, après de nombreuses hospitalisations et opérations. Les tentatives de rescolarisation ou de mise en collectivité, même dans un cadre protégé, échouent, l'enfant menaçant de se faire du mal ou d'agresser. L'alternance entre les moments rares d'apaisement et les explosions brutales et imprévisibles se rejoue dans les attitudes paternelles comme dans celles des professionnels, passant de l'espoir au désespoir, à l'impuissance. L'épuisement paternel motive alors la demande d'un suivi psychologique que j'exerce sur plusieurs mois. Avec le recul, je garde une impression contrastée de ces rencontres. Lorsque monsieur vient, il est présent, authentique dans sa souffrance de père, dans sa colère. Les entretiens sont très riches. Une identification en miroir à son fils émerge, car il est traumatisé par la scène de crime, alors même qu'il n'était pas présent. Des images morbides de corps ouverts font souvent irruption dans sa vie diurne, nocturne, et qu'il exprime en entretien. Il est comme traumatisé par procuration, alors que le traumatisme psychique implique de s'être vu mort ou d'avoir assisté à la mort de l'autre. Cependant, la qualité des échanges contraste fortement avec l'investissement dans la durée de l'espace thérapeutique. Il peine à me repérer parmi les professionnels qui évoluent auprès de son fils, se rappelle peu de nos rendez-vous, venant le matin lorsque c'est l'après-midi, ou inversement, se trompant de jour, de semaine. Je me dois d'être totalement disponible, et je me surprends à toujours le recevoir, ne posant aucun cadre, ne différant aucune rencontre, même inattendue. Peut-être que je sens aussi combien le lien avec moi s'avère fragile. Le transfert peut être qualifié d'instantané, mais pourtant limité au moment de la rencontre. J'ai le sentiment de ne pas exister, de ne pas compter entre les entretiens thérapeutiques. De même, le contenu des séances évolue peu, toujours centré sur le présent des crises, ou suspendu au passé de la scène de crime, dont pourtant monsieur, je le rappelle, était absent. À l'image du transfert, il est comme suspendu à l'instantané du meurtre. Chez l'enfant, les crises s'amplifient, augmentent dans la fréquence. Il est souvent hospitalisé après des fugues, des moments incontrôlables où il bat son père, insulte, supplie qu'on finisse le travail de sa mère, tente de se trancher la gorge, de se défenestrer, ce qui occasionne des moments de grand désespoir chez l'équipe éducative, confrontée au désir de mort de l'enfant. Sans rentrer plus avant dans le cas clinique, qui a bien évolué à la faveur d'une constance et d'une mobilisation des professionnels et de plusieurs institutions, proposons quelques analyses à partir de cette vignette clinique. Le libéricide, soit le déchaînement de la violence maternelle à l'endroit de l'enfant, s'avère être une des occurrences du monstrueux et du dévoilement de l'horreur. L'enfant, qui survit à une telle tentative, devient à son tour objet monstrueux, car il figure l'insoutenable de l'acte maternel. Il peut même se jouer de la mort, en appelant à être tué, transgressant par là un des tabous fondamentaux. Devenu un monstre car revenu des morts, Noah n'a de cesse de réaliser le souhait de mort maternelle, exhortant à être tué, ou tentant lui-même de se supprimer, traduisant par là même la force de l'identification narcissique, ou l'englobement de l'objet maternel meurtrier dans le moi. Il alterne entre des moments où la violence agit sur l'autre, est un retournement du déchaînement meurtrier subi, et d'autres où il retourne contre soi, l'infanticide réalisé mais manqué. Son identification se fait à la fois à l'objet meurtrier, qui agit, et à l'objet mort, détruit, ce qui permet de nier la perte d'avec l'objet maternel, sa possessivité indifférenciatrice, la séparation sujet-objet au prix de l'aliénation toxique et de l'état fusionnel. En cela, la mélancolie est un modèle de compréhension du vécu de l'enfant survivant. C'est l'objet qui est attaqué derrière le besoin quasi délirant de punition, les auto-reproches, le sentiment d'indignité, de ne pas pouvoir rester en vie. Le moi dans la mélancolie se traite lui-même comme un objet en dirigeant vers soi l'hostilité qui concerne l'autre. Cette haine contre l'objet se retourne donc contre le moi et s'acharne contre lui, ce qui permet de maintenir la relation d'amour avec l'objet, non plus seulement décevant, mais meurtrier. Le monstrueux infiltre également les réactions et contre-attitudes entre identification et rejet des professionnels et du père de Noah, lesquelles s'avèrent porteuses d'angoisse, de culpabilité. Si le rejet permet de se protéger de la mort dont l'enfant est porteur, l'identification se manifeste par l'envahissement par des images de passivité extrême et mortifère.
C'est aussi possiblement de leur propre violence dont tentent de se protéger les différents professionnels, lorsque l'échange ne se fait plus que par le corps à corps, violence traduisant le renversement omnipotent d'un état de détresse glaçant, soit l'impuissance face à la douleur, matinée d'excitation dont se part l'enfant. Cette clinique de l'extrême, fort heureusement mise au travail dans différents espaces institutionnels, nous conduit à aborder le contre-transfert et sa spécificité dans les situations de traumatisme qui font exploser le sens et les représentations. L'extrême est souvent une clinique de la survie, car le sujet navigue dans des états frontières de la pensée, de la représentation, de l'éprouvé et de la sensation. En 1937, Freud, dans Construction en analyse, approfondit le contre-transfert en déplaçant l'intérêt de la cure au travail psychique de l'analyste. Ce maniement technique ouvre à une clinique de l'extrême, échappant au modèle du refoulement et du retour du refoulé, de la dialectique entre désir et interdit, pour celui des cliniques inexplorées, comme celle du traumatisme, et plus largement de celles qui conduisent aux confins du représentationnel. Durant les séances avec monsieur, je me suis gardée de traduire en langage trop élaboré les expériences de détresse, d'impuissance, les affects de rage, la douleur, pour être dans le partage de son vécu. Partage qui ne passe pas forcément par les représentations, mais par les formes proches de l'hallucination ou encore psychosomatiques, avec notamment des dégoûts, un corps tendu, un estomac révolté. Cette attitude psychique s'apparente à la capacité négative chez Bion, soit l'aptitude à tolérer l'inconnaissable en soi, révélée par la relation à l'autre. Le clinicien ne peut que s'appuyer sur son contre-transfert, quelquefois lui aussi extrême, le conduisant à entendre autrement la chorégraphie de ses sens, de son propre corps, pour faire du drame personnel une tragédie où les vivants reprennent enfin leur place. Donc je vais laisser la parole à Sonia Corré. On s'excuse par avance, on va devoir quitter après notre intervention pour des problèmes de dos. On quittera la table, mais on restera dans la salle. Alors, je prends la suite. Donc, je vais à présent vous exposer une situation clinique. Donc, on reste dans des thématiques très légères cet après-midi, de viol intrafamilial dont la survenue va masquer, dans un premier temps, une position chez l'auteur, s'identifiant à l'enfant haï et à l'enfant mort. Pour cela, je vous propose de vous présenter la situation de Solal, que nous avons accompagné à un peu moins de 2 ans dans le service de placement individualisé dans lequel j'exerce. Solal n'a pas encore tout à fait 14 ans lorsque nous le rencontrons. Il est accusé de viol sur sa petite sœur de 5 ans. Dès son installation en famille d'accueil, Solal nous donne l'impression qu'il cherche à se conformer aux attentes de l'adulte, rentrant rapidement en relation avec les différents membres de la famille qu'il accueille, partageant le quotidien avec plaisir, retournant de suite au collège, se montrant agréable. Seul grain de sable dans ce tableau, une de nos collègues éducatrices, qui l'a accompagnée plusieurs fois pour des démarches dans les premières semaines, trouve que justement, ça se passe trop bien, il s'adapte trop bien. En effet, Solal est mis en cause pour des faits qui sont pénalement graves. Le viol est un crime, il a jusqu'ici toujours nié sa responsabilité, laissant planer un doute particulièrement vif sur sa culpabilité effective. L'idée nous traverse fortement qu'il n'a peut-être rien fait, que ce placement loin de chez lui, ce premier départ du foyer familial, est particulièrement dur et peut-être totalement injuste. En entretien individuel avec moi, Solal réitère sa position par rapport aux faits. Il est touché et très ému de ne pas être cru par sa mère. Dans un premier mouvement, Solal suscite donc une empathie particulière et l'envie de minimiser, banaliser les motifs pénaux qui l'ont conduit à être placé. Toutefois, les révélations de la petite sœur, ses mots, le contexte, laissent penser eux aussi qu'ils ne peuvent être remis en cause. La mère relate tout cela avec beaucoup d'émotion, mais en essayant de continuer à faire la part des choses. Elle non plus n'est pas sûre, elle ne sait pas s'il dit la vérité ou non, et elle préserve les 2 versions. Mais de ce qu'elle connaît de son fils, il a toujours tendance à nier l'évidence quand il est pris en faute. Tout le monde va donc accompagner Solal dans cette même dynamique les premières semaines du placement, afin de l'amener à énoncer ce qui s'est réellement passé et à assumer. Mère et beau-père demandent la même chose, être aidés dans ce moment difficile et envisager qu'après le travail nécessaire, Solal puisse rentrer à la maison, car sa place est avec eux.
Un autre point est à relever dans la situation. Dès notre première rencontre avec la mère de Solal, quelques jours après son arrivée dans la famille d'accueil, celle-ci nous parle d'un événement de son histoire qui a été déterminant. Elle a été elle-même victime d'un viol par son oncle lorsqu'elle était adolescente. Sa propre mère lui a intimé l'ordre de se taire, craignant la réaction excessive et meurtrière d'un père déjà connu pour des faits de violence. Aujourd'hui, lorsque sa fille s'est confiée à elle, elle n'a pas voulu risquer d'être à son tour la mère qui protège l'auteur plus que la victime. Après quelques semaines de prise en charge, Solal lève le doute sur les faits. Auprès de sa mère, puis face à nous au service, il reconnaît les faits. Sa sœur n'a pas menti. Mère et beau-père sont soulagés. Nous avons le sentiment que les choses avancent. En entretien individuel avec moi, Solal déroule le fil de sa pensée, malgré des défenses obsessionnelles au premier plan qui tentent de verrouiller les affects. Mais il semble investir le lien transférentiel. Parallèlement, il est pris en charge tous les 15 jours par le Centre de ressources et d'informations concernant les auteurs de violences sexuelles, le CRIAVS, qui aborde plus spécifiquement ce qui est lié au passage à l'acte. Ce suivi en bifocal est intéressant. Nous l'avons expérimenté dans plusieurs situations et il permet une mise au travail complémentaire et dynamisante, autant pour le jeune suivi que pour les adultes qui l'accompagnent. Durant près de 18 mois, nous allons ainsi accompagner Solal et sa mère, présents et investis à chacune de nos rencontres. Le beau-père, très pris par son travail, va peu s'y rendre, mais continuera à être présent dans le discours de la mère. Nous évoquons l'histoire familiale, le père de Solal, dont la mère s'est séparée quand il était tout petit. Des liens ont perduré de façon inconstante avant ses 6 ans, mais madame a constaté de la maltraitance. Elle a d'ailleurs fait les démarches pour porter plainte. Le père de Solal serait revenu dans sa vie quand il avait 8 ans, avant de disparaître définitivement. Madame a entrepris une action en justice afin d'être seule détentrice de l'exercice de l'autorité parentale, ce qui a été entériné par un juge lorsque Solal avait 10 ans. Dans ce parcours, il y a aussi les confidences de Solal à l'école sur des maltraitances subies à la maison, des corrections physiques, qui donnent lieu à une AED qui durera 18 mois lorsqu'il a environ 8 ans. Madame en parle sans réserve, cela étant admis dans le lot des petits mensonges de Solal qui parfois transforment la réalité comme il aurait envie de la voir. Mais l'accompagnement éducatif a été pour elle un soutien, elle avait d'ailleurs demandé son renouvellement. Durant ces 18 mois, le placement va être remis en question à plusieurs reprises. Après quelques mois en famille d'accueil, la relation pourtant si investie au départ se fissure et nous sommes contraints de l'arrêter. La famille d'accueil se montre tellement en miroir du jeune que nous ne parviendrons pas à continuer à travailler avec elle. Solal est accueillie dans une nouvelle famille d'accueil. Le projet restant de l'accompagner à revenir au domicile familial, des visites médiatisées sont envisagées. Et au moment où le calendrier des rencontres est posé, nous assistons alors à une sorte de retournement de situation. La relation se tend entre Solal et sa mère. Celle-ci cesse les visites et Solal n'est plus sûr qu'il puisse rentrer au domicile. D'une position radicale où chacun campe dans ses retranchements, ça me fait rien, de toute manière je peux vivre sans lui, il en ressort en réalité des peurs similaires des deux côtés. Solal a peur de ne pas retrouver sa place à la maison, de ne pas être à la hauteur des attentes familiales. Car si les visites médiatisées sont mises en place, c'est bien avec l'idée que l'étape suivante est un retour progressif au domicile. La mère et le beau-père, de leur côté, se présentent en miroir. Ils sont inquiets, en réalité, que Solal ne choisisse de rester placé, de rester en famille d'accueil, et qu'il ne veuille plus vivre avec eux. Une même peur d'être rejeté agissait donc de chaque côté. Mais elle s'est d'abord montrée sous le voile de la défense narcissique, mettant en avant la capacité à faire sans l'autre, à rompre le lien. La peur de l'abandon sous-jacente est massive et traitée sur un registre narcissique pour dénier la perte et ses conséquences. Parallèlement, la situation se dégrade dans la famille d'accueil. À nouveau, après un démarrage très encourageant, la femme, seule, pourtant présente, attentive et à bonne distance, sera de plus en plus mise à mal par l'attitude quotidienne de Solal, frôlant l'indifférence à ses demandes et à son cadrage sur un mode très enfantin, mais littéralement insupportable. Elle met fin à l'accueil et elle dira avoir eu le sentiment d'être maltraitée. Solal va alors être accueillie temporairement dans une 3e famille d'accueil pendant quelques semaines, le temps que soit prise puis organisée la décision qui s'impose alors à tous,
Il faut hâter la fin du placement et anticiper un retour au domicile familial. C'est à peu près à ce moment-là que Solal nous révèle une peur vive liée à ce retour effectif au domicile. Sa mère et son beau-père le frappaient lorsqu'il faisait des bêtises, son beau-père particulièrement. Solal a peur que ça recommence. Lorsqu'il se confie, les 3 professionnels présents se sentent partagés entre 2 mouvements. Nous sommes touchés d'envisager les craintes tues, malgré un si long accompagnement, touchés qu'il soit aujourd'hui si inquiet qu'il ose enfin en parler. Mais nous sommes également saisis par le doute. Est-ce vrai ou non ? Ce même doute fondamental que nous avions ressenti si vivement à son arrivée au service. Et s'il mentait, s'il grossissait la réalité ? Il serait alors en train d'agir un mouvement d'allure perverse qui pourrait s'entendre comme hétéro-agressif, car il nous pousserait à prendre fait et cause pour lui, dénonçant sa mère et son beau-père et signalant le tout au magistrat. Afin de ne pas être pris dans une telle dynamique sous-jacente, si jamais c'était bien de cela dont il s'agissait, nous décidons de soutenir Solal à ce qu'il porte lui-même sa parole lors de l'entretien prévu en présence de sa mère. Celle-ci va alors se montrer particulièrement soutenante, percevant le malaise de son fils et l'encourageant à dire. Cette position maternante porte Solal, qui parvient en larmes et visiblement très mal à dire sa peur que les coups ne recommencent. La mère s'effondre alors en larmes, accréditant immédiatement la parole de son fils. Chaque fois que cela se produisait, elle et son compagnon s'en voulaient. Ils ne comprenaient pas pourquoi, avec Solal, il ne parvenait pas à faire autrement, alors qu'avec ses frères et sœurs, il n'avait jamais à se mettre dans ces états-là. Solal est soulagé d'avoir pu en parler. Ce qu'il a entendu de sa mère le rassure, il n'est plus inquiet. Le juge va partager notre perception et nous décidons tous de garder le même cap. Un retour en famille, mais avec des temps préservés en famille d'accueil, un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Les premiers retours des éducateurs laissent entrevoir que tout n'est pas si simple au niveau relationnel. Les entretiens familiaux révèlent une rigidité maternelle et une tension chez l'enfant qui ne peut répondre à de telles exigences, se confortant à l'image de l'enfant mauvais co-construite inconsciemment par les parents. Le jugement, prévu 2 semaines plus tard, va donner lieu à un coup de théâtre. À la barre, Solal dit que son beau-père l'a frappé quelques semaines plus tôt. Il recommence comme avant, il ne veut plus rentrer chez lui. Ces accusations sérieuses sont bien entendu discutées à l'audience, avec Solal, sa mère qui est présente, le juge, les éducateurs en charge de la situation. Tout le monde s'accorde à la fois à prendre les choses au sérieux, à la fois à ne pas précipiter une réaction sans prendre le temps de la réflexion. Le retour à domicile est maintenu. Mais en rentrant au domicile, la situation s'envenime. Le beau-père somme la mère de choisir entre lui et son fils. La mère est en larmes. Solal comprend de lui-même que le choix est déjà fait et prépare ses affaires. Appelés, les éducateurs n'ont pas d'autre choix que de repartir avec Solal, le niveau de tension au domicile étant particulièrement fort. Ils ont le sentiment qu'il y a aussi chez le beau-père une crainte impossible à reconnaître de ne pas parvenir à se maîtriser et de se montrer physiquement violent envers Solal. Les discours se radicalisent et l'adolescent ne rentrera plus chez lui. Quelque chose de l'ordre de la répétition post-traumatique se rejoue sans cesse dans les relations de Solal avec les adultes, où il occupe cette fois-ci le rôle d'instigateur, d'auteur désigné. Tenter de prendre à son compte la culpabilité liée à ce schéma agresseur-agressé permet très probablement à Solal de préserver intact dans la psyché des imagos parentales auxquels s'identifier. Mais nous souhaitons aujourd'hui nous arrêter sur ce coup de théâtre qui témoigne, nous semble-t-il, de la charge pulsionnelle attachée à ces mouvements archaïques. Ils se sont en effet imposés de manière relativement brutale et massive, et ce autant du côté de Solal que de sa mère. Et la période qui s'est ouverte après cette rupture laisse entrevoir l'idée qu'en réalité, personne n'a été surpris. Mère et fils jouant un scénario qui les comble inconsciemment. Mère et beau-père ont tenu un discours de plus en plus radical, argumentant le fait qu'ils avaient reconstruit leur quotidien sans Solal durant tout le temps du placement et qu'il n'avait plus aujourd'hui sa place au domicile. Aucune empathie pour cet enfant d'à peine 15 ans, littéralement abandonné du jour au lendemain, aucune préoccupation pour son devenir, ni tristesse, ni culpabilité, mais au contraire, l'évocation d'un enfant mauvais. C'est Solal qui a décidé de partir. Ça n'a pas l'air de l'empêcher de vivre d'ailleurs. Regardez, il a l'air d'aller très bien, de ne plus avoir besoin de nous, de ne plus s'inquiéter de nous, puisqu'il ne nous a même pas envoyé un message depuis.
L'agressivité portée par la mère est projetée au dehors d'elle sur son fils. L'adolescent, de son côté, laisse entrevoir l'exagération des accusations qu'il a portées à la barre et la stratégie qui était la sienne. Il fallait que je sois sûre de ne plus y retourner. C'est pour ça que je ne vous en ai pas parlé. Si j'en avais parlé avant, vous m'auriez aidé à faire avec. Et puis ma mère aurait pu se retourner contre moi lors du jugement, et ça aurait été pire pour moi. Lui aussi affiche une indifférence affective liée à cette rupture, arguant que sa mère a l'air de très bien se porter sans lui et de ne pas se soucier de lui puisqu'elle ne l'appelle pas. La fixité des positions de chacun permet en réalité d'entretenir une relation, même si elle est sur un mode narcissique, empêchant le déploiement d'une conflictualité et des affects qui pourraient l'accompagner. La mère continue ainsi à donner une image de bonne mère, puisqu'elle vient au service à chaque fois que c'est nécessaire, apporter les papiers de sécurité sociale et autres, donner sa signature rapidement pour les papiers d'orientation, mais elle ne demande aucune nouvelle de son fils. Une image qui permet de conserver un lien imaginaire, idéal, avec un fils concept, fils idéal pour mère idéale, déconnecté de la réalité de ce qui se passe, des remous de la relation. Dans la réalité, c'est bien l'enfant méchant qui est perçu, au sens développé par Ruiz, toujours fautif de ne pas correspondre à l'attente idéale, mais tellement gratifiant de donner raison à la mère sur le plan inconscient. De plus, l'enfant méchant vient ici conforter la filiation du côté paternel. Le père de Madame était un bandit, comme l'homme qu'elle a choisi pour être le père de Solal. Elle dit consciemment à Solal qu'elle ne veut pas qu'il prenne le même chemin que les hommes qui ont marqué sa vie. Mais on sait aussi quel attachement fort Madame portait à son père. L'enfant méchant qu'elle lui a donné permet donc de conserver vivante une trace de cet amour probablement coloré des désirs incestueux de l'Oedipe. Cet investissement clivé de Solal par sa mère permet également de lui garantir un lien permanent, infini, indestructible avec elle. L'objet fils n'est pas perdu et ne le sera jamais, au prix de sa non-reconnaissance en tant qu'autrui dans la réalité. On retrouverait ici la configuration de l'enfant méchant, où les manifestations destructrices et désorganisatrices de l'enfant traduiraient sa révolte contre la sédentarisation mélancolique. La mère, se présentant comme omnipotente et indestructible, aurait empêché que l'enfant ne puisse mener à son terme l'accomplissement de l'expérience psychique de la perte. Les éléments mélancoliques ont alors pris le relais pour étayer le narcissisme défaillant de l'enfant. Il nous semble que l'agitation de Solal peut aussi venir témoigner d'une érotisation des situations où il a été maltraité. Incarner l'enfant mauvais recèlerait ainsi une forme de jouissance masochiste. Dans les moments où il raconte ses bêtises du quotidien ou à l'école, le visage de Solal est illuminé par un sourire large et immense, intense, témoin de cette excitation pulsionnelle jouissive. Ne reste aujourd'hui, entre Solal et sa mère, que quelques objets réclamés par le fils et retenus par la mère. Des jeux, une console, une raquette de tennis. Des objets qui pourraient servir la relation, qui ne sont ni donnés ni récupérés. Ils sont dans un entre-deux, entre un lien vivant et un lien mort. Ces objets agissent comme des revenants chez la mère. Ils maintiennent la possibilité de se revoir, même si aucun adieu n'a été prononcé. Ces objets nous semblent constituer la trace des identifications mélancoliques à l'œuvre dans la relation. Alors je termine, je conclus. Nous avons pris le parti de nous intéresser à l'enfant victime, que ce soit de la tentative d'infanticide comme Noah ou encore de l'enfant battu, Solal, chez lequel se télescopent les figures du père et du grand-père délinquant et de l'oncle maternel violeur. N'ayant pas eu accès à la mère de Noah, nous ne pouvons repérer chez elle la force du sentiment de persécution tel qu'il est exprimé par la mère de Solal, mais aussi par toutes les figures tutélaires qu'il rencontre dans ses placements. Ce regard méchant de Solal n'est-il pas l'expression de la projection de la propre haine infantile de Madame, sacrifiée car sa propre mère protège l'oncle violeur ? Le fil rouge entre ces deux situations cliniques, outre la nécessité de penser une souplesse des dispositifs et de prendre comme boussole son contre-transfert, y compris les manifestations corporelles intenses, serait le poids des identifications mélancoliques. C'est comme si l'appel au meurtre, à être violé, à être battu, signait des retrouvailles morbides avec la mère et refermait la brèche ouverte par l'acte qu'elle a des différenciations.
Alors comment accompagner ces familles, plus particulièrement dans les cas d'agression sexuelle intrafamiliale, aux prises avec des mouvements mélancoliques sous-jacents, en résistant à la force des enjeux transféraux et contre-transférentiels? Nous avons développé un dispositif pluridisciplinaire que nous nommons Entretien Famille. Il s'agit de tables rondes où sont présents le jeune, ses parents, l'éducateur référent du jeune, ainsi que le chef de service et la psychologue. L'idée est de garantir un espace de parole où chacun peut dire de sa place ce qu'il pense et ce qu'il ressent sur tous les sujets qui vont jalonner le placement. Tout le monde entendant la même chose au même moment, nous évitons les effets de parole rapportés, ce qui limite les clivages si fréquents dans les prises en charge. Organisées en général toutes les 4 à 6 semaines, ces rencontres tissent un portage institutionnel par leur régularité, leur constance, les rendez-vous étant pris d'une fois sur l'autre. Ceci renforce la continuité au sens winnicottien du terme. Le guidage pluridisciplinaire permet de soutenir la fonction parentale en contenant les émergences défensives peu élaborées, en les accueillant et les nommant sans se laisser prendre par les mouvements de sidération qu'ils suscitent. Le dispositif permet surtout de fournir un support important à l'adolescent dans le travail de remaniement psychique des identifications et des imagos parentales qu'il a à effectuer. Nous constatons que ce dispositif favorise une reprise du mouvement de subjectivation avec une parole propre de plus en plus investie et porteuse. Ces espaces n'évitent pas l'apparition de mouvements archaïques chez l'un ou l'autre des membres de la famille, mais ils permettent de toute évidence une observation approfondie de la dynamique familiale et des ressorts psychiques à l'œuvre. La pluridisciplinarité et la continuité du dispositif lui confèrent des caractéristiques proches de celles du tiers, portant la dyade mère-enfant et la famille pour mieux soutenir l'enfant dans la poursuite de son développement psycho-affectif. Merci.